Bonsoir à tous et merci de choisir FM Télévision pour vous informer. On vous retrouve justement dans le cadre de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. On vous rappelle justement la semaine a été dominée par l'élection et installation du bureau définitif à la Chambre haute du Parlement. L'ancien ministre Jean-Michel Sama Lukonde porté à la tête de ce bureau du Sénat. On en parlera dans ces journal, mais également beaucoup de dossiers sur la justice à dominer. La semaine du sport, ça sera la fin pour terminer complètement cette édition d'information. C'est les rendez-vous hebdomadaires, c'est la rétrospective. Vous êtes sur FM Télévision, bienvenue à tous. Bonsoir, bienvenue, merci de nous choisir pour développer ensemble justement tous ces titres. J'en parlais au sommaire de ce journal. Le bureau définitif du Sénat a été installé en début de semaine, c'était le lundi après élection. Le sénateur, évidemment, porté l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la présidence de ce bureau composé de 7 autres membres. Le précision, les détails dans cet élément. Regardez. Le bureau de la Chambre haute du Parlement affiche désormais complet à la présidence Jean-Michel Sama Lukonde, Kalala Wakalala, premier vice-président, Modeste Bati, deuxième vice-président, Nefertiti Ngoudianda, rapporteur, Jean-Claude Baïndé, rapporteur adjoint, Topé Kabongo, questeur, Pascal Onana, questeur adjoint. Il ressort de ce nouveau bureau définitif ce qui suit sur les 6 membres du ticket présenté par la plateforme politique Union Sacrée de la Nation. 4 seulement ont été élus et les 2 autres, bien qu'étant de la majorité parlementaire, n'ont pas été portés par l'Union Sacrée de la Nation. C'est le cas du mouvement de libération du Congo et qui a perdu son poste de rapporteur, lui décidé par l'Union Sacrée au Sénat après avoir remplacé Jean Bamanissa Saïdi par Bemba Françoise, sœur actuelle du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, j'ai cité. Après le vote des membres du bureau définitif du Sénat, le président du bureau d'âge, Pascal Kindolo, a passé le bâton de commandement à Sama Lukonde qui a succédé officiellement à Bahati Lukwebo comme président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Et puis sachez que le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, et tous les membres du bureau définitif sont entrés en fonction le jeudi 15 août dernier après la cérémonie des remises et reprises entre justement le bureau d'âge et le bureau définitif. On prend le président tout de suite avec Delphin Moukeba. Cette cérémonie de remise et reprise marque l'entrée en fonction officielle du nouveau président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que de tous les membres de son bureau définitif. Le moment fort de la cérémonie, l'échange des documents de travail pour la continuité des affaires à la Chambre haute du Parlement, associé aux accolades fraternelles, signe d'une alternance pacifique et légale. Le bureau Sama est entré finalement en fonction. L'honorable rapporteur Nefertiti Ngoudianda a rassuré à la nation congolaise que les objectifs fixés par ce bureau vont concourir à la bonne marche des affaires parlementaires. Les dés sont jetés, tout va commencer. Nous aurons sûrement, sous la direction du président du Sénat, une réunion pour organiser le roulement en ce qui concerne le travail pendant le peu de temps des vacances parlementaires qui restent et organiser comme il se doit la rentrée de septembre prochain. La plus grande promesse qu'on peut faire à la nation congolaise, c'est travailler pour son bien. Et nous savons ce que c'est que le travail d'un sénateur. Nous sommes là pour le contrôle parlementaire, pour écrire les lois. Donc nous, ce que nous pouvons promettre, sous le leadership du président du Sénat, c'est de prendre des textes de loi en faveur du peuple congolais et aussi contrôler que ce soit l'exécutif et les autres institutions. Il s'est de signaler que l'élection du bureau définitif du Sénat a eu lieu le 12 août dernier. Elle a également marqué la clôture de la session extraordinaire inaugurale, renvoyant en même temps les sénateurs en vacances parlementaires.
C'est le 15 septembre prochain que le Sénat siégera de nouveau pour la session budgétaire de septembre 2024. Voilà tout ce qu'on peut vous dire essentiellement sur cette élection et ce nouveau bureau définitif à la Chambre haute du Parlement, ce qui a évidemment dominé la semaine. On va passer à autre chose. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social après la décision prise par la Convention démocratique du parti sur la déchéance du secrétaire général Augustin Kabouya. Je citais Patrick Mbouyi, 4 de l'UDPS estiment qu'on ne sort pas seulement le parti en étant uniquement au secrétaire général. Augustin Kabouya est capable évidemment de travailler partout et occuper d'autres fonctions. On va écouter justement ces propos dans ces reportages de Déborah Pétier et Nok Mafouka. Décidément, le bras de fer qui s'est engagé au parti présidentiel entre la Convention démocratique du parti et le secrétaire général déchu attriste Patrick Mbouyi qui craint pour la réputation du parti présidentiel. Le président cellulaire de l'UDPS limité résidentiel propose à Augustin Kabouya une sage démission pour, dit-il, éviter de casser le meuble. Nous lui avons demandé de démissionner du poste du secrétaire général parce qu'il peut encore servir le parti ailleurs. On ne sert pas les partis seulement en étant secrétaire général. Il est élu député de l'UDPS. Nous attendons de lui des dictées des lois. Cette proposition faite à Kabouya, d'une dire que ce dernier ne méritait pas son poste. Pour bref, Patrick Mbouyi ovationne ici toutes les réalisations, non de moindre, du secrétaire général déchu de l'UDPS Tshisekedi. Pendant son règne, il y a eu quand même, ça il faut le reconnaître, il y a eu quand même des bonnes choses qu'on peut noter. C'est le secrétaire général qui était plus focalisé sur la mobilisation des troupes et une communication qui se résume généralement par les matinées politiques. Et il a défendu aussi d'une manière ou d'une autre les intérêts du parti au sein de l'Union sacrée. Patrick Mbouyi dit donc au revoir à Augustin Kabouya et bonjour à Deogracias Bizito qui va occuper provisoirement le poste de secrétaire général pendant 6 mois. Le patron de la cellule l'unité résidentielle promet de lui soutenir pour l'émergence de ces grands partis. Nous estimons qu'il fera son travail et nous sommes là pour l'accompagner afin de réussir là où le secrétaire général n'a pas pu faire grand-chose. Pour l'air, la CDP et Augustin Kabouya se regardent en champ de faïence. Le parti semble être dirigé par un secrétaire général et, parallèlement, des secrétaires généraux intérimaires. Pour des analystes, c'est la plus haute hiérarchie qui doit souffler la fin de la partie. Allez, autre chose à présent, après la violation de l'espace aérien congolais dans la province de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo affirmées dans cette partie du territoire national ont rassuré la population sur l'implication justement de démanteler toute l'opposition de rebelles. On voit tout cela en image avec Rick Dinanzier et Christian Kabouya. Selon les porte-parole des forces armées congolaises dans la province de l'Ituri, la situation est sous contrôle à travers les différentes unités affectées dans cette zone avec des effectifs renforcés. Selon le lieutenant-colonel Jules Ngongo, les FRDC ne ménageront aucun effort pour rassurer la paix aux populations de l'Ituri. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, nous sommes déterminés, résolument décidés pour poursuivre tous ces criminels, de le mettre hors d'état de nuire et de mener les offensives de manière brutale. Nous allons les détruire dans leur aventure avec le M23. Ça ne passera pas ici en Ituri. La présence spontanée de quelques rebelles du M23 dans cette partie de la RDC n'inquiète en aucun cas les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont promis de mouiller leur maillot pour neutraliser les rebelles dans la province de l'Ituri. Les FRDC ont lancé un appel au calme à toute la population tout en insistant sur une collaboration étroite pour dénoncer tous les cas d'insécurité ou d'infiltration.
Je l'avais dit au début de ce journal, on va évoquer quelques dossiers de justice dans ce journal consacré essentiellement sur la rétrospective de la semaine. Le violon ne semble pas s'accorder entre le ministre de la Justice, le magistrat. Le patron de la justice est accusé de mener une campagne de décrédibilisation justement contre le corps des magistrats, mais également de tenir des discours populistes ainsi que la création de tribunaux populaires où le ministre se comporte en juge et procureur. Regardez. Les violons ne semblent plus s'accorder entre les syndicats autonomes des magistrats du Congo Sinamoc et le ministre de la Justice. Le contexte de cette confrontation découle des réformes judiciaires entreprises par le gouvernement congolais avec le soutien du président Félix Tshisekedi. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a récemment intensifié ses critiques envers les corps judiciaires, dénonçant ce qu'il appelle des réseaux mafieux au sein du système et s'engageant à réformer profondément les secteurs. Et cette position a été réaffirmée dans une série de tweets où il a notamment déclaré « Le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son blason terni. Rien n'arrêtera cet engagement ferme du magistrat suprême. Les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. » Des réseaux mafieux démasqués craquent déjà. Seule la justice élève une nation. Le Sinamoc fustige cette position, mais notamment ses discours. Également la mise en place des commissions chargées de censurer les actes de magistrats sans consulter leur hiérarchie. Le ministre ne peut pas se substituer aux cours et tribunaux en créant des commissions pour juger les actes de magistrats. Ces pratiques sont contraires à l'état de droit, a souligné le syndicat. Il faut rappeler que cette confrontation entre le ministre de la Justice et le magistrat illustre une fois de plus les tensions croissantes autour des réformes du système judiciaire en RDC, alors que le gouvernement tente de redorer l'image de la justice dans un pays souvent critiqué pour la corruption et l'impunité. Autre dossier dans ce journal essentiellement consacré à la rétrospective de la semaine, gestion du fonds d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Les Frivao dénoncent l'excès de pouvoir dont le chef de l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, je vais citer. On va s'y renseigner et tout de suite avec cet élément des rites du Nonzei. L'implication du ministre de la Justice dans l'affaire d'indemnité du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao en sigle, est considérée comme une immixtion. Pour Frivao, le processus d'indemnisation des victimes certifiées se déroulait paisiblement au guichet de la Robank de Kisangani. Curieusement, le dit processus a été malencontreusement stoppé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a remis en cause cette procédure. Le Frivao précise que contrairement à la communication faite par le ministre de la Justice au sujet de la somme allouée aux victimes, il a souligné que conformément à la réunion du conseil d'administration de cette entreprise tenue en mai 2024, la ministre de la Justice sortante, Rose Mutombo, avait autorisé l'indemnisation symbolique des victimes certifiées comme suit. $1040 pour chaque perte en vie humaine, $880 pour chaque blessé grave ou mutilé, $700 pour chaque maison endommagée, $400 pour chaque blessé léger et $300 pour chaque perte de biens. Pour Frivao, l'actuel ministre de la Justice ne devrait pas interférer dans la gestion de l'établissement public. Cette entreprise chargée d'indemniser les victimes du génocide estime qu'il y a lieu d'évoquer l'illégalité et l'irrégularité de l'arrêté du ministre de la Justice du 12 août 2024. Le dit arrêté avait suspendu sans ouvrir une action disciplinaire ni délimiter dans les temps la dite suspension. Le Frivao a donc précisé que sa mission est de répartir les indemnisations individuelles et collectives aux victimes et aux entités publiques et privées. Tuerie dans la province du Haut-Katanga, le président de Ensemble pour la République, qui fustige évidemment cette insécurité, invite tout de même le gouvernement à réhabiliter la paix et une justice équitable et accessible à tous. Elvis Métis signe ce reportage.
Dans un tweet ce vendredi, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, exprime sa vive indignation après le massacre de fidèles survenu jeudi à Kilwa, citant les récents carnages de Kilobé-Lobé et Goma. L'opposant déplore que la vie a perdu toute valeur en RDC face à ces actes criminels couverts par une impunité incompréhensible. En prenant pour titre des propos choquants de Katumbi, le tweet rapporte ensuite les principaux éléments de sa dénonciation. Le patron du tout-puissant Mazembe y décrit un pays qui se transforme chaque jour à un peu plus à un état sauvage, où ni loi, ni règles, ni justice ne prévalent. L'ancien gouverneur du Katanga présente ses condoléances attristées tout en pointant du doigt la récurrence de telles atrocités visant des victimes désarmées et innocentes. Il met en garde contre une colère qui ne fera que grandir si la justice n'est pas rendue face à de tels actes. Par ses cris du cœur révoltés, Katumbi fustige l'impuissance des autorités à enrayer les climats d'insécurité grandissant dans le pays. Près de 150 maisons de déplacés de guerre ravagées par le feu, ici blessés. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 13 août à Kalehe, dans le sud de Kivu. La société civile lance un appel d'assistance en faveur des sinistrés. Jemira Mumbungu. Au total, 6 déplacés de guerre du M23 ont été blessés et près de centaines d'abris de déplacés des Massissi ont pris feu dans la nuit du mardi 13 août dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été confirmés après une évaluation menée par une équipe composée de plusieurs partenaires humanitaires. Au-delà des blessés, cette équipe parle de 499 maisons endommagées par l'incendie, certaines complètement calcinées et d'autres démolies pour empêcher la propagation des flammes. L'incendie qui s'est déclaré aux alentours de 19 h aurait été provoqué par un accident domestique. Le feu est parti d'une maisonnette dans laquelle on préparait la nourriture. L'éclaboussement des gouttes d'huile a finalement occasionné le feu qui a embrasé presque tous les sites avec plus de 100 abris construits essentiellement en bâche. Signalant qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée jusque-là, mais de nombreuses familles s'y retrouvent désormais sans abri. On va revenir ici à Kinshasa, dans la capitale. La police de la ville aménage de fourrières justement pour des véhicules en panne, des épaves abandonnées sur la voie publique. Le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a de nouveau accordé un délai supplémentaire aux propriétaires de ces engins de les retirer. Redinonzeille. Selon le communiqué rendu public par le commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa, la mise en fourrière des véhicules en panne et des épaves abandonnées sur différentes artères de la capitale se fera à l'aide d'une fiche descriptive plus détaillée. Cette fiche comportera l'état du véhicule établi par les forces de l'ordre. Ce communiqué précise également que les véhicules récupérés par la police ne feront plus l'objet d'une expertise automobile quelques jours après sa mise en fourrière. Il est voué à la destruction si le propriétaire ne les récupère pas selon les délais impartis. Les mêmes dispositions vont s'appliquer incessamment aux véhicules qui vont entrer en fourrière. Ainsi donc, la police a décidé d'aménager les fourrières dans le but de garder ces véhicules et épaves dont la présence sur la chaussée occasionne souvent des embouteillages. Cette mesure de la mise en fourrière des véhicules en panne et épaves abandonnées a été prise à l'issue d'une itinérance effectuée le jeudi dernier par les commissaires divisionnaires adjoints, le général Blaise Kilimbalimba. Il s'est de noter qu'un ultimatum de 7 jours suivi d'un délai supplémentaire avait été donné aux propriétaires des véhicules et les épaves abandonnées sur la chaussée afin de les retirer sur la voie publique. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez d'habitude Fondation Maloa Télévision. Sachez que les collectifs des élus communaux de la ville de Kinshasa réclament le respect de leurs droits par l'État congolais. Ces conseillers communaux l'ont fait savoir évidemment auprès de la CNDH à travers un mémorandum déposé à cette institution d'appui à la démocratie en début de semaine. C'était au siège de cette institution à la Gombe. Reportage Fifi Kalumboy.
Élu à l'issue des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales organisées en RDC le 20 décembre 2023, ces représentants communaux de la ville-province de Kinshasa n'arrivent pas à se situer depuis la publication des résultats définitifs de ces élections, car depuis lors jusqu'à l'heure, rien ne confirme leur rang. Une situation qu'ils considèrent comme étant le non-respect des droits humains, d'où la sollicitation de l'implication de la CNDH à travers son président Paul Sapou Moukoulou est indispensable. Nous avons été reçus par M. Paul Sapou, qui est le président de CNDH, pour pouvoir réclamer nos droits. Et nous avons bien causé, nous avons déposé notre mémoire et tout est repris dedans. Et ce que nous avons trouvé en monsieur le président, le sens humanitaire élevé. Le sens humanitaire élevé, et nous rentrons avec joie parce que nous savons que d'ici peu, nos familles, nos amis seront aussi heureux, contents de voir que l'un de leurs vont trouver quand même la gain de cause. Sans aller parler d'eux de la prière, ces représentants communaux ont choisi de remettre les mémorandums au président de la CNDH où ils exigent l'organisation des élections de bourgmestres, une réalité qui pourra permettre le démarrage de leur travail. Dans notre mémoire, nous avons réclamé les élections de bourgmestres et de bourgmestres adjoints. Suivant la loi, ces élections devaient se passer 14 jours après l'installation des bureaux définitifs. Mais chose grave, jusqu'à présent, la CENI a violé l'article 204 de sa propre loi. Et puis, nous avons parlé aussi de droit à la vie. Donc, nous devons être honorés pour que nous puissions vivre décemment parmi la population comme tout autre citoyen. Mais jusque-là, nous n'avons pas été servis, même nos frais d'installation, même des frais de fonctionnement non plus, n'ont pas été vraiment octroyés aux conseillers communaux ou aux PIO de conseils communaux que nous avons en République démocratique du Congo. Ces démarches des conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa, entreprises auprès des institutions telles que l'Assemblée nationale, la CNDH et autres, font suite aux différentes revendications organisées au siège de la CENI, lesquelles demeurent jusqu'à ces jours sans succès. La CNDH reste pour eux la dernière option pour décanter cette situation qui inquiète étant donné que c'est les droits de l'homme qui est mis à l'épreuve. Allez, on va parler religion présent dans ce journal. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la CRETIABEM, a poursuivi la sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice. Pour ce lundi, il était évidemment question d'apporter la lumière aux chefs spirituels et représentants légaux, la procédure à suivre pour être identifié et reconnu par l'État congolais. Fifi Kalumbe, Torres Atibo. Le chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV Alongo, son éminence Mangele Silubasa, ne se lasse pas à taper du poing sur la table en vue de redynamiser sa confession pour la valeur du ngouzisme. À travers cette réunion importante, son éminence Mangele Silubasa, numéro 1 de la CRETIABEM, a rappelé aux représentants légaux et chefs spirituels l'importance de se conformer aux prescrits de la loi selon le ministre de la Justice. Matière bien assimilée par les représentants légaux et chefs spirituels présents à la réunion qui invitent leurs pairs à la raison. Tozala qui était na réunion na biso na président na biso chef suprême Mangele Si. Réunion ya lelo ya mutu ezala qui était koyeba dernière décision ya chef nabiso ya justice Costa Mutamba yango ete réunion bit ya réunion ezalaki lelo po ete toya ete toyoka dernière maloba ya ministre la justice Costa Mutamba yango de réunion toyelaki mokolo lelo. Bon réunion na biso lelo bangunze ezalaki par rapport ya ba décision finale o ya ministre la justice Costa Mutamba o ezopesa pona ba église elengeni to même na ba église na biso parce que ba église na biso mingi eza en nombre te batie ordre po ete
totambola malamu na ndenge l'État azolinga tomemela ba église na biso parce que église comme makambo mabe eza mingi. Il faut tozala na personnalité juridique na arrêté ministériel. Pour ne pas être surpris par la décision du ministre à ce sujet, il est demandé de respecter ces signes. Donc, awa, mesiro et lobby boyeke, tango, église, ngomba et sengi personnalité juridique, alors, ministère de la justice, conforme, dans la loi numéro 004, article 432, il faut passer la procès verbal, il y a enquête de viabilité. Là, ce qui est sika oyo, et bongi na lingomba, bo école les awanate, est-ce que toilettes, les allées, ainsi de suite. Voilà, voilà, basali bon, ce qui est bien, les bandimi. Toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio F92 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ce jour. Awa baye oyo bazwaki ba F92 baza sorte mibale. Mutu mususu a déposé dossier na sati na légalisé na ministère de la justice asuki kawana azui accusé de réception ba bengi folio 92 F92 azongi na ndako mais akina ye ko salta examen ya CNPPT akina ye pe ko futa frais de l'état te akina ye pe ko jwa casier judiciaire te nandengo wana soki oza na catégorie wana na niveau wana seke F92 dayo ekuyaki nango. Son éminence Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la CREETBM, va droit au but pour rappeler les conséquences d'être en règle avec l'État, c'est-à-dire redynamiser les secteurs des associations sans but lucratif. Là, nous, qui avons travaillé dans la province, nous avons aussi signé comme président de l'État. Oui, nous avons signé les stades des enfants. Allah qui s'en bat, bébé. Même au colon, on a fait ça dans la Dieu, dans le Tamboula, il faut battre les pays. Quand on a bengi bamboum, parce que nous avons ce qui m'a proposé dans les deux, il faut que la télévision. On a fait ça dans Batu batata batelemisi nga lobi bambunza na tchabo. Allez, episai. Un autre point abordé au cours de cette réunion était la présentation du nouveau comité pour le suivi des activités de la CREETBM, puis la prière de clôture. Allez, Disport, très naturellement pour terminer cette édition consacrée, je rappelle, à la rétrospective de la semaine, on revient évidemment sur la disparition des 3 athlètes congolais ayant pris part aux Jeux Olympiques Paris 2024. C'est les 3 autres sont rentrés à Kinshasa le mardi 14 août après leur participation. Alors que les Jeux Olympiques Paris 2024 viennent de se terminer, la délégation congolaise déplore la disparition de 3 de ses athlètes, le nageur Aristote Pelenga, le judoka Dasoki Soka et le sprinter Dominique Lasconi, manqués à l'appel. Ces derniers auraient disparu peu avant la cérémonie de clôture le dimanche dernier. Bien qu'une partie de l'équipe congolaise ait participé au défilé du Stade de France le dimanche soir, l'absence de 3 athlètes est ce qui fait surtout parler les journaux africains. Pour ne rien arranger, les 6 athlètes n'ont remporté aucune médaille dans les 4 sports dans lesquels ils étaient engagés, à savoir le judo, la natation, l'athlétisme et la boxe. L'unique performance notable a été celle d'Aristote Pelenga, arrivé 3e du tour préliminaire du 107e place. Une élimination à laquelle s'ajoute un contrôle antidopage positif. La fuite de 3 athlètes congolais passe donc très mal auprès du ministre des Sports local, Didier Boudimbu, qui avait fait le déplacement depuis Kinshasa pour participer à la cérémonie de clôture. Selon un média africain, l'un des disparus, Dasoki Soka, aurait refait surface ces dernières heures. Le judoka congolais a affirmé « Je n'ai que 23 ans et j'ai du chemin à parcourir. Je ne peux pas faire traîner ma famille et mes amis dans la boue », a-t-il indiqué. Rappelons que seuls 3 athlètes congolais sont rentrés à Kinshasa ce mardi,
Il s'agit de la boxeuse Brigitte Mbadi, la nageuse Divine Biasadi et du judoka Arnold Kisoka. C'est tout pour cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Madame, monsieur, c'était là l'essentiel des actualités. Merci et continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Notre page Facebook reste accessible. Tous les week-ends, retrouvez l'essentiel des actualités sur nos canaux. Merci de nous rester fidèles.